Au cœur des mystères, mesdames, messieurs, bienvenue à cette autre émission au cœur des mystères, en compagnie de Normand Pinard, voyant et conférencier en métaphysique. Vous étiez des nôtres la semaine dernière. On était un petit peu enflammés, M. Pinard et moi. Bonsoir, Normand. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu chatouillé, si vous voulez, l'esprit et qui a aussi chatouillé notre téléphone. Quelques personnes nous ont téléphoné à savoir qu'est-ce que M. Pinard voulait dire par ces femmes ici au Québec qui semblent être un peu plus avant-gardistes qu'un peu partout dans le monde. Je ne reprendrai pas la phrase que vous avez dite par rapport à elles, mais, entre guillemets, on les avait qualifiées un peu de tomboy en voulant dire qu'elles étaient dans l'action. Expliquez un peu plus, un peu mieux cette rhétorique. J'aimerais demander premièrement aux femmes, lorsque je sors du studio, qu'elles arrêtent de sauter sur moi pour m'arracher mes vêtements, parce que ça coûte cher. Bien sûr, c'est une jolie blague. J'ai un rapport avec les femmes qui est simple. Et je dis simplement que la femme au Québec est une femme extrêmement émancipée. Et dans ce sens-là, elle est d'avant-garde dans le monde. Et parce que la femme au Québec, elle est extrêmement émancipée, elle est obligée de faire évoluer l'homme à une vitesse qui est phénoménale. Donc, s'il y a un des endroits dans le monde où on va être capable d'avoir une pensée qui est nouvelle, à cause des femmes, ça va être au Québec. Vous savez, je vais vous dire ceci qui va vous sidérer complètement. Moi, je suis un individu que l'on voit sur l'Internet. Mais les gens qui se déplacent pour venir me voir en consultation privée, la grande majorité des gens qui viennent me voir viennent de l'islam. Donc, ma clientèle est arabe. N'est pas nécessairement québécoise. D'accord? Les gens avec lesquels je suis en communication au niveau international viennent d'Afrique et d'Algérie. Ce sont les gens qui me font vivre, n'est-ce pas? Et les femmes que j'ai trouvées parmi les plus avancées au monde, au niveau de la connaissance métaphysique, ce sont les femmes algériennes et d'origine maghrébine. Parce que les Arabes ont une notion de la métaphysique qui ressemble beaucoup à ce que je dis quand je parle qu'on est créateur. Et ce sont des gens, quand ils regardent les vidéos que j'ai réalisées dans les années 80, 1994, donc 86, 87, 88 et 94, ça interpelle beaucoup les gens qui sont d'origine juive, ça interpelle beaucoup les gens qui sont d'origine qui viennent d'Afrique, et ça interpelle aussi énormément les gens d'origine arabe. Puis ça ne me surprend pas. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'on est vu, nous, comme étant des gens pas nécessairement religieux. C'est-à-dire que, dans l'esprit des anciens peuples, on est perçu comme une société chosifiée qui ne fait que consommer le monde. C'est-à-dire qu'on magasine, on va des magasins, on consomme, et qu'après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'ils sont toujours surpris de voir qu'ils peuvent découvrir dans un endroit nouveau des gens qui sont capables de pousser très loin au niveau de la philosophie et au niveau de la pensée. Alors, les gens à travers le monde qui m'écoutent le plus, évidemment, il y a énormément de gens de France, il y a beaucoup de gens de Marseille, il y a beaucoup d'Africains et de gens qui viennent des pays musulmans. Et je ne suis pas anti-religieux dans mon discours. Et encore moins antiféministe. Ça, ce serait vraiment vouloir me faire dire des choses qui ne sont pas réelles. Je dis simplement ceci, non seulement je prends le monde, mais je vais le pousser beaucoup plus loin, de là où il est rendu présentement, au niveau de sa conscience. C'est-à-dire qu'après la croyance dans la religion, après le fait de comprendre que le miracle est une chose qui est réelle, et que la religion est quelque chose d'important, il ne faut pas juste croire. Nous quittons la civilisation de la croyance pour entrer dans la civilisation du savoir. Et parce que nous entrons dans la civilisation du savoir, il ne faut plus croire. Pour moi, la divinité n'est pas quelque chose qui est situé, comme je l'ai dit dans les dernières semaines, qui est situé à l'extérieur de l'être humain, mais qui est situé à l'intérieur de l'être humain. Il faut cesser de placer Dieu à l'extérieur
pour qu'ils deviennent une expérience personnelle. Et comme d'ailleurs les Grecs avaient une vision assez semblable, Athéna est quelqu'un qui apparaissait aux Grecs, qui parlait avec les Grecs. Dieu n'était pas quelque chose d'inaccessible dans la Grèce antique. Athéna apparaît à Ulysse avant son départ, avant son aventure dans l'Odyssée d'Ulysse. Donc, il faut comprendre que nous nous sommes éloignés de ce qui est divin et que nous vivons présentement dans une société vide, dénudée de sens, matérialiste à l'os. Et parce que parce que c'est une société dénudée de sens, parce que c'est une société matérialiste dénudée à l'os, qu'il y a maintenant dans ce fumier la chance de comprendre la divinité. Parce qu'elle est toujours, le divin est toujours quelque chose d'omniprésent à travers la parapsychologie. Si la parapsychologie est un langage qui appartient à l'Université de Montréal et plus particulièrement à l'Université de Duke en Caroline du Nord, ou l'Université américaine, moi, je vais plus loin que la parapsychologie en disant simplement, il n'y a rien qui est paranormal. Il n'y a rien qui appartient à la parapsychologie, c'est simplement la psychologie du divin en nous que nous ignorons. Et c'est ce que les gens appellent l'inconscient. Je m'attaque à l'inconscient. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Mais parce qu'un inconscient existe en philosophie, et existe en psychologie, dans l'état du subconscient, pour moi, la conscience, c'est faire passer l'inconscient personnel. Je vais le dire comme ça. Pour moi, la conscience, c'est faire passer l'inconscient collectif dans la conscience. Le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, c'est faire passer l'inconscient personnel à la conscience. Et pour moi, faire passer l'inconscient personnel à la conscience, c'est rencontrer Dieu. C'est rencontrer la dimension de ce que l'on ignore en nous en tant qu'univers total. Et tant que l'inconscient n'en passera pas à la conscience, nous allons ignorer le sens de notre vie, nous allons ignorer pourquoi nous vivons, et nous allons consommer d'une manière grotesque pour remplir un vide éternel qui est un gouffre sans fin des êtres inexistants et qui sont morts sans le savoir et qui attendent simplement d'entrer, comme le disait un certain philosophe que j'ai aimé beaucoup, qui attendent simplement d'entrer en fonction. Autrement dit, c'est la différence entre exister et être. Il y a une très grande majorité des gens qui existent, mais qui n'ont pas d'être. Et ça ne veut pas dire que je suis anti-consommation. J'aime les belles voitures, j'ai des motos, j'aime les belles choses. Alors, sauf que je ne suis pas ce que je consomme. Je ne m'identifie pas à ces choses-là. Ce sont des choses qui m'amusent. Ma vie est orientée vers le plaisir. Mon seul but, c'est le plaisir. Il est dans l'instant présent, mais il ne peut pas être juste un plaisir de consommation. Parce que dès l'âge de 15 ans, et je me rappelle des conversations que j'avais avec mes cousins, avec mes cousines, je leur disais toujours ceci, ça fait partie de mon enfance, ce qui m'intéresse, c'est l'absolu. Je veux savoir comment fonctionne cet univers. Et dès l'âge de 15 ans, je m'intéressais déjà à l'astrophysique, aux phénomènes ovnis et tout ce qui s'appelait le paranormal. Donc, j'ai simplement suivi toute ma vie la ligne de ce qui était Normand Pinard, la ligne de ce qui m'intéressait et pour moi, ce qui rend un sens à ma vie, c'est-à-dire comprendre le surnaturel pour en faire quelque chose de naturel dans ma vie. Et j'ai compris comment ça fonctionne. Je dis ceci, et je le redis encore, j'ai compris comment ça fonctionne. Non, je suis en train de comprendre que si chaque personne
dans le geste qu'il pose, ou dans le travail qu'il fait, ou dans toute action qu'il accomplit, le fait avec plaisir, parce que vous parlez de plaisir tantôt, peut-être même de loisir, il risquera d'être plus heureux dans sa vie, il risquera d'être plus épanoui, plus conscient de lui-même. Pas nécessairement. On vit dans une société avec énormément de loisirs. Il y a beaucoup de loisirs de bâtis sur la compétition et ça fait une société de crétins sans intérêt. Quand vous parlez de compétition, je vois le sport, par exemple. Ben oui, j'ai rencontré de très grands sportifs, puis moi, je croyais que c'était pour être en santé. Puis quand j'ai eu fini de terminer des conversations avec des gens qui faisaient de la capoeira, du judo et toutes sortes de sports, ils m'ont dit c'est très dommage parce que rendu à 40 ans, c'est des gens, une grande majorité de ces gens-là ont subi des blessures à la colonne vertébrale, ont subi des blessures aux jambes, aux bras. Fait que finalement, le sport, en bout de ligne, il n'est pas de santé. Fait que j'aime mieux marcher en forêt avec Bambi. Moi, j'aime la marche, j'aime les sports de plein air, mais je n'aime pas les sports de compétition parce que je ne suis pas en compétition avec moi-même et la valeur que j'ai de moi ne dépend pas du regard des autres sur moi. Si vous me comprenez bien, j'ai congédié le monde. Le monde ne peut pas me donner ma valeur, le monde ne peut pas me donner ma paix. Je suis le seul responsable de ma tranquillité d'esprit. Et si j'ai un conflit que je n'arrive pas à régler, je m'en vais me promener dans la nature en tant que bon magicien que je suis et je fais le vide. Puis parce que je fais le vide, ben, le plein s'installe et vu que je vis dans un monde de synchronicité, ce qui se produit, c'est que les choses vont s'ajuster avec ma tranquillité. Je n'essaie pas de résoudre des problèmes. Ils finissent toujours par se résorber en leur accordant moins d'importance. Autrement dit, quand on comprend que l'extérieur, c'est nous, j'ai juste à changer mes idées et je laisse l'extérieur s'ajuster à mes pensées, à ma tranquillité, à ma paix, et les problèmes se résout toujours tout seul par l'intermédiaire de gens qu'on rencontre et qui viennent nous aider. Il ne faut pas oublier que le monde, c'est toujours nous, et que même les gens qu'on rencontre sont différents aspects de notre conscience. Ça, c'est extraordinairement important de le comprendre. Je ne fonctionne pas d'une manière qui est différente. Les sorciers africains ne fonctionnent pas d'une manière différente. Ils agissent sous les représentations. Je vais vous expliquer, mais j'ai quelque chose que j'aime plus ou moins dire à la télé. Quand les gens font, par exemple, de la sorcellerie, ils vont chercher une petite catin, n'est-ce pas, de cire ou de ce que vous voulez, ils vont mettre la photographie de la personne. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation. C'est ce qu'on appelle la sympathie. Maintenant, il va se développer un deuxième mouvement qu'on appelle l'empathie, mais aussi l'anti-sympathie. C'est qu'ils vont piquer la représentation qu'est la catin et ça peut atteindre la personne. Je ne vais pas aller plus loin dans ce sens-là. Mais en fait, c'est un phénomène de la pensée. Le monde, si vous croyez qu'il est à l'extérieur de vous et qu'il peut vous attaquer, ça va fonctionner. Mais si moi, je suis en paix avec moi-même et que le monde est une représentation de plaisir, bien, au lieu de voir des choses tristes, je vais rencontrer des gens intéressants. Cependant, j'ai une responsabilité. Je choisis les films que je vais voir et je choisis toujours mes influences. Fait que si vous voulez changer votre réalité, choisissez vos influences. Vous avez la liberté de dire, je vais voir un film qui est très intéressant, puis vous avez la liberté de dire, je ne m'en vais pas voir un film à 9 $, 10 $, 12 $ qui va être pour moi désagréable. Ce n'est pas un divertissement d'aller voir un film qui est désagréable. J'ai commencé l'autre jour à regarder un film de Che Guevara, et au bout d'à peu près 15-20 minutes, quand j'ai vu que tout le monde se tirait dessus comme un canard, comme des canards, j'ai été obligé d'arrêter ça parce que ma sensibilité était heurtée. Je ne peux pas laisser passer ça. Je choisis. C'est pas que nous ne pouvons pas être influencés. L'homme est fait pour être influencé. Mais je choisis mes influences. Comme je choisis mes livres, vous choisissez vos influences. On ne se tient pas avec des gens qui sont désagréables. À moins d'être masochiste, n'est-ce pas? On se tient avec des gens agréables. Donc, je me tiens avec des gens en général. Il y a des gens que j'ai rencontrés lorsqu'ils étaient très jeunes, ils venaient à mes conférences, qui maintenant sont au doctorat en philosophie et qui maintenant sont rendus aux études technologiques de Paris. Il y en a d'autres qui sont rendus dans d'autres écoles. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des conversations avec eux.
Mais n'est-il pas une chance pour vous d'avoir ce type de vie-là, justement? Ou vous l'avez provoqué, vous l'avez... J'ai toujours fait ce que j'ai voulu Ouais. et je vous recommande d'en faire autant. Et c'est donné à tout le monde de le faire comme ça? C'est pas donné à tout le monde de le faire comme ça. Non, 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 parce que le monde n'est pas libre. Moi, je ne vis pas dans C'est un ça. monde où le C'est monde ça. est libre. Les gens n'est pas libre, comme vous me parliez tantôt d'un environnement que l'on côtoie, des gens qu'on voudrait côtoyer, qui nous aident très bien. Vous êtes d'accord avec moi, des fois, dans notre milieu de travail, on rentre travailler le matin, peu importe Oui, quand, là, au oui. boulot, on croise des gens qui ne sont pas nécessairement dans le même... Le travail est une même forme esprit que d'esclavagisme apprivoisé. C'est l'ancêtre du sacrifice humain. Le travail ne devrait pas exister. Ils sont peints, la pitance. C'est triste. Ouais. C'est l'ancêtre des sacrifices humains. L'être humain n'est pas fait pour travailler. On devrait laisser ça à des machines. De plus en plus, d'ailleurs, vers ça. Bien, de plus en plus, on n'a pas le choix, mais il y a beaucoup de gens qui résistent parce que, bon, écoutez, il faut travailler, il faut aussi, Je ne crois pas que le travail est une source d'épanouissement. Je crois que c'est une source d'aliénation. Moi, je n'appelle pas ça travailler, là. Travailler, pour moi, dans mon sens, à moi, c'est faire des choses créatives. L'homme, il est un créateur. L'homme n'est pas un pauvre travailleur, comme disait Karl Marx. D'ailleurs, Chesterton avait dit ceci du marxisme, que c'était des valeurs chrétiennes qui étaient devenues folles. Et c'est vrai. Alors, je ne suis pas pour aucune forme de souffrance et je ne vais pas dans le sens de l'erreur, de l'effort, parce que c'est de l'erreur. Oui, mais Normand, vous serez d'accord avec moi que le monde dans lequel on est, techniquement, matériellement, Oui. il a quand même été fait par des gens. Il y a eu des gens qui ont travaillé pour ça. Il y a des gens qui ont travaillé qui ont pour mis ça. la main à la pâte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, qui ont travaillé et qui ont mis la main à la pâte? Bon, il y a eu des penseurs. Sans doute que ces penseurs-là ont peut-être eu un loisir et eu un plaisir à penser. Oui. Ensuite, il y a eu les exécuteurs. Quand on pense à ces gens dans des usines, par exemple, d'automobiles, qui ont travaillé de jour et de nuit à fabriquer justement l'automobile, dans des usines, par exemple, chez IBM, pour faire on appelle ça, les ordinateurs, les logiciels, tout ça, oui. etc., où la nourriture que l'on mange, entre guillemets, de mieux en mieux pour notre santé, plus équilibrée. Mais je tiens à vous dire que ce que vous êtes en train de me dire là, c'est presque toutes des machines qui le font maintenant. Oui, mais il y a quand même des gens qui les vérifient, ces machines-là. Il y a quand même... Oui, des opérateurs. Des opérateurs qui, pour eux autres, ce serait un plaisir de le faire. C'est-à-dire que pour moi, il est absolument impensable qu'un individu puisse travailler dans quelque chose qui est aliénant sans arriver à une sorte d'autodestruction. Et si une société fonctionne comme celle-là, c'est uniquement parce qu'elle est construite sur la culpabilité. Pas moi. Je ne suis pas construit sur de la culpabilité. Et je vous suggère que si vous en avez en vous, de vous en débarrasser au plus sacrant. Parce que la culpabilité, c'est la mère de tous les vices. Alors, moi, je suis un créateur et j'ai rencontré des... Moi, je pense que quand... je vais changer le problème de place. Moi, je pense qu'un individu comme Mick Jagger, lorsqu'il va donner un spectacle à 65 ans, je ne crois pas que c'est un individu qui travaille. Moi, je pense que Paul McCartney donne un spectacle à Québec, il y a environ de ça 2 ans, l'an passé, je ne crois pas qu'il est venu travailler. Paul McCartney n'est pas venu travailler, il est venu s'amuser. OK? Et je pense que c'est la même chose pour Mick Jagger, et je pense que c'est la même chose pour les gens du groupe Kiss. Je ne crois pas que ces gens-là travaillent. Je ne pense pas que Picasso a travaillé, je ne pense pas que Salvatore Dali a travaillé. Ce sont des créateurs. Fait que, pour moi, si un individu, à sa juste mesure, ne mérite pas plus que de travailler dans une job qui l'aliène, c'est un choix auquel il pourrait remédier en ayant un nouveau rapport sur sa vie. On est des créateurs, on n'est pas des pauvres travailleurs. Et moi, quand je regarde tous ces artistes, je regarde Corneau. Bon, je ne dis pas que c'est des gens qui ont eu la vie facile au début, mais la vie est jamais difficile pour un créateur. J'aurais pensé le contraire, moi. Non. Parce que quand on est un créateur, on fait ce qu'on aime. On fait ce qu'on aime, mais souvent, en faisant ce que l'on aime, il peut y arriver que ce ne soit pas nécessairement accepté tout de suite, tout de go, et qu'on puisse crever de faim. D'accord avec ça. On peut peut-être crever de faim. Ça fait partie des plaisirs. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais quelqu'un qui s'amuse dans son travail n'aura pas l'impression de crever de faim pour rien, puis ne pourra pas crever de faim longtemps. C'est moins pénible.
Non seulement que c'est moins pénible, mais quelqu'un qui vit pour une idée, quelqu'un qui vit pour une passion, quelqu'un qui ne vit pas que pour de la consommation, que pour être obligé de payer une hypothèque, payer ci, payer ça, avoir un paquet de fausses responsabilités sociales auxquelles on est entraîné par la collectivité ou par le poids de la famille. Un individu qui est libre, qui est créateur, et les artistes que je rencontre d'ailleurs, tous les artistes que je rencontre, on est sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de pénible. Faire ce que l'on aime dans la vie n'est jamais quelque chose de pénible. Mais quand vous commencez à faire quelque chose que vous n'aimez pas pour gagner votre vie, c'est pénible. Et d'ailleurs, c'est anti-magique. Parce que je vais aller beaucoup plus loin que ça. Quand vous travaillez dans quelque chose que vous n'aimez pas, vous commencez à vous autodétruire. On pourrait débattre longtemps sur ça, mais j'ai comme Quand l'impression que on vous remet une montre, quand on vous remet une montre à la fin de votre vie, que vous avez fait un travail que vous n'avez pas aimé, ça, une montre en or, c'est juste pour vous dire que c'est le temps qui reste dans votre vie qui a été complètement gâché et c'est le temps qui vous reste pour tomber malade et mourir. On ne vient pas au monde nécessairement immortel, mon cher monsieur, on le devient. Et l'immortalité n'est pas quelque chose qui se gagne en faisant des compromis, qui finissent toujours par devenir compromettants. Oui, justement, c'est pas grâce avec tous ces compromis accomplis par l'homme qui est devenu aujourd'hui notre société, nos sociétés. Écoutez-moi bien, Labelle. Monsieur Alain Labelle, excusez-moi. Ouais. C'est parce qu'on se connaît depuis très longtemps. C'est pas grave. Ouais. Écoutez, au siècle dernier, nous avons été dans une civilisation très civilisée, extrêmement polie. Il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu 500 millions de morts. J'ai rien à foutre d'une société civilisée. J'aime beaucoup plus la société d'aujourd'hui, enragée, perdue, de gens qui sont au bord de la crise de nerfs, qui risquent de devenir divins, que de vivre heureux comme des imbéciles, polis, gentils, extrêmement fantastiques, avec beaucoup de bienséance, et qui ont créé 2 guerres mondiales avec 500 millions de morts. Je suis pour un esprit rebelle qui se remet en question et qui sont prêts à aller au bout de leur système nerveux que de s'adapter mortellement à une société qui mène nulle part. La masse, c'est rien. L'inconscient collectif, c'est rien. Et j'ai l'histoire pour me porter à ce témoignage-là que ça fait 2000 ans que nous vivons dans la misère, que ça fait 2000 ans que nous faisons des compromis, que ça fait 2000 ans que nous sommes extrêmement religieux et que ça mène nulle part. Alors, je ne suis pas un individu de croyance, je suis pour le savoir. Comprenez-vous? L'individu, j'aime mieux des étudiants qui envoient au diable leur professeur en disant « moi l'apprendre par moi-même », parce qu'au moins, il y a une chance, en l'apprenant par eux-mêmes, de faire quelque chose de créatif. Nous ne sommes plus dans la civilisation de la connaissance. Nous sommes dans la civilisation du savoir. Nous sommes dans la civilisation où l'homme nouveau va naître. Et je suis conscient des chocs que je cause. Mais je dois dire ces choses-là parce qu'elles sont réelles dans le passé. Ça fait 2000 ans que l'homme est malheureux. Ça fait 2000 ans que l'homme est très civilisé. Et savez-vous quoi? La civilisation, elle est en train de détruire l'homme. J'ai rencontré Pierre Couillard à l'Université de Montréal en 1980. Et il m'avait dit, depuis que cette civilisation existe, il y a de plus en plus de maladies. Et j'ai dit, pour quelle raison? Et j'ai dit, à cause des guerres. Parce qu'on prend toujours ceux qui sont les plus en forme, et ceux qui ne sont pas en forme, qui ont toutes sortes de problèmes, se reproduisent. Mm-hmm. Vous savez, on est parti dans cette émission à converser sur le travail, les gens heureux dans le travail, les gens non heureux, les bons. Je veux ramener ça quand même au phénomène paranormal, c'est quand même le but de l'émission. Tu sais. Oui. Et vous me dites qu'on peut quand même être très, très, très heureux à faire ce que l'on fait et être bien dans sa peau avec un phénomène de changement qui serait bien sûr paranormal. Écoutez, moi, j'ai jamais vu un arbre qui pousse en disant « ça fait mal ». J'ai jamais vu un enfant qui se forme dans le corps de sa mère et qui est obligé d'aller à l'université. Le gazon qui pousse, la nature qui est, c'est pas quelque chose qui est complexe. On pourrait dire que tout ce qui existe au niveau de la nature est facile. Tout ce qui existe au niveau de la nature est facile. Le seul endroit où c'est difficile dans le monde,
c'est dans la pensée de l'être humain, et c'est ça que je ne suis pas capable de prendre. Le seul endroit où il y a de la culpabilité, c'est dans l'esprit de l'être humain, et ça, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de prendre. J'ai jamais vu un arbre qui se sent coupable. Oui, mais c'est peut-être la nature de l'homme, justement, d'être comme Mais ça. justement, je suis là pour parler à la nature de l'homme, dire à la nature de l'homme, ce serait peut-être intéressant de voir les choses d'une manière différente. Ouais. Et ça se change. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, là. Je ne sais pas. Ça se change pour moi. Je ne sais pas pour le monde. Ben, parce si ça que se change pour vous, ça pourrait changer pour les autres aussi. le monde est libre. Moi, je ne veux pas changer le monde. Je parle au monde. Je ne veux pas changer le monde. Je parle. On peut d'ailleurs vous voir en conférence, je le rappelle. Sauf que ma vibration, quand je parle, c'est une vibration. C'est ce qui se déroule dans mes conférences. Quand je rencontre les gens, quand ils viennent me voir, je leur parle. Ça crée un choc. Et ça remet en question à certains niveaux, mais ça ne détruit pas l'individu. Je ne suis pas un destructeur. Je remets en question le monde. Fait que si les gens veulent venir me voir, il y a mon site Internet au www.normandpinard.com. Ouais. Ils peuvent me téléphoner au 514-254-5919. Voilà, c'est un peu comme ça. Oui, oui, oui. Dans les prochaines émissions, Normand, on ira peut-être un petit peu moins loin, philosophiquement parlant. Je vais vous donner un exemple. Tiens, à la prochaine émission, j'aimerais bien qu'on parle de voyance, qu'on parle des maisons hantées. Ça risque d'intéresser les gens. Bon, parce que c'est quand même un phénomène qui est de plus en plus présent. Et moi, en Et ce moment, on a un petit peu moins à s'interroger sur soi-même, là. moi, en ce parlant moment, des avec maisons la hantées. télévision, Oui. je tiens à vous dire que je suis en train de vous hanter beaucoup. Voilà. Mais c'est un très grand plaisir. Voilà. Pour les gens qui veulent émettre des commentaires, Normand, on le rappelle, ils ne sont pas à se gêner, là. On a info@commercial-tvrl.ca ou encore par téléphone au 450-973-8005 pour émettre des commentaires sur cette émission-ci, pour vous les transmettre, bien sûr, à vous, Normand. On vous rappelle, c'est l'émission Au cœur des mystères. Aujourd'hui, on a abordé plusieurs sujets, mais la semaine prochaine, je vous le rappelle, on parlera donc des maisons hantées. Allez voir, on va s'amuser un petit peu avec ça, Normand. Beaucoup de bonne notion, de bonnes vibrations sur ça. Merci. Normand Pinard, merci beaucoup. Merci, Alain. À la semaine prochaine. Merci, Alain Lebel. Merci, madame, monsieur.